Alors, je me retrouve ici après un moment de soufflement et puis de changement, par exemple de couleur de cheveux pour certains, pour certaines, sur le plateau de nouveau avec Pascal Gudel et puis Olivier Perrin, que vous avez déjà vu tout à l'heure pour jouer le spectacle, parce qu'ils sont autant comédiens, comédiennes que metteurs en scène. Donc, vous êtes les co-metteurs en scène de ce spectacle. Pourquoi mettre en scène à deux? Alors, historiquement, donc la compagnie Fract, j'en suis la directrice artistique, et on a commencé à faire des spectacles en collectif, donc sans metteur en scène. Et puis moi, j'ai gardé ça, c'est vraiment la marque de fabrique de la compagnie. Pourquoi Olivier, du coup, m'accompagne dans cette aventure? Parce que Olivier, il joue beaucoup de marionnettes et puis il a vraiment un talent à cet endroit-là, et on a eu l'occasion déjà de collaborer sur divers projets. On a déjà joué ensemble en tant que comédien et en tant que marionnettiste. Mais comment je dois m'imaginer alors, donc travailler à deux, inventer à deux, que je veux dire normalement, soit c'est un travail de collectif justement, ou bien c'est vraiment un partagé, c'est un metteur en scène, une metteur en scène. Comment je dois m'imaginer, comment vous avez fait ça ensemble pour réaliser? Alors à la base du projet, il y avait le travail aussi avec Elisa du Sapin, qui est l'auteur du texte. Donc, ouais. Elle nous a proposé le texte, on a lu, on l'a renvoyé, des corrigés, des envies qu'on avait. Et après, c'est vrai que le travail, qu'on est sur le plateau, aussi, on avait besoin de quelqu'un qui était à l'extérieur pour nous aider à voir ce que donnent les images, vu que le théâtre de marionnettes, c'est du théâtre d'image. Donc on est sur le plateau et on est aussi en dehors, mais c'est bien d'avoir aussi un autre œil extérieur, comme on appelle. Et là, on a été aidé par Sophie Pasquet et Julie Burnier qui nous ont aidés. Donc en plus de nous deux qui étions à la base du projet, il y a voilà. Donc ça fait beaucoup de discussions aussi pour décider. Moi je trouve qu'au final ça s'est très bien passé parce qu'on est arrivé avec une proposition quand même déjà très claire au début. Au niveau de l'écriture, il y a beaucoup de choses qui sont déjà posées, et puis après nos œillets extérieurs ont vraiment ciselé, travaillé sur le rythme, où est-ce qu'on met le focus, où est-ce que les spectateurs regardent l'action, parce que parfois il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps au plateau. Donc c'était plutôt un travail à cet endroit-là. Le texte était déjà là, le décor était déjà là, on avait déjà tout quand on a commencé à répéter. Oui, parce qu'il y a quand même, on est soi-même dedans, on doit regarder un peu de l'extérieur, on peut bien imaginer. Si vous dites le texte, c'est juste pour expliquer, ça c'est une auteure qui écrit donc comment on pourrait imaginer le spectacle. On va en revenir après. On va aussi pour un peu voir de quoi on a envie de parler. On va aussi parler de créer des spectacles dans ces temps qui sont un peu bizarres plus tard. Donc restons un petit peu encore de comment vous avez fabriqué ce spectacle. Vous pouvez juste en dehors, nous on a vu les comédiens, les comédiennes, en dehors de ça, quelle autre personne a contribué à que ce spectacle existe comme il est inventé, construire, etc., ce spectacle? Donc on a un gros travail au niveau visuel, donc de la marionnette et du décor, et là on a deux personnes très précieuses qui nous ont accompagnés sur ce projet. C'est Yangali Kolbrenner, qui est à la fois scénographe et factrice de marionnettes. Et on avait un autre scénographe qui a aussi construit, du coup, qui a un grand atelier, qui s'appelle Adrien Moretti. Et donc, ils ont collaboré. Et puis, il y a même encore d'autres personnes qui ont été engagées par Adrien pour la peinture, notamment, une personne spécialisée dans la peinture, et qui a fait la finition aussi des accessoires. Donc, ça fait beaucoup de monde, rien que pour l'aspect visuel. Puis après, évidemment, il y a les costumes. Ça fait beaucoup de monde, ouais. Il y a aussi un travail de musique et puis de lumière que je trouve impressionnant dans ce spectacle-là. Donc, un peu comme la collaboration entre aussi ces pistes-là. Comment vous avez fait ça? Ils sont présents avec vous pendant le moment que vous faites le spectacle? Oui, pour la lumière, quelque chose essentiel pour la marionnette, c'est-à-dire qu'il faut réussir à capter le regard sur la marionnette et pas sur le manipulateur.
C'est Jérôme Muche qui nous a accompagnés et qui est très très précieux parce qu'il était là pendant les répétitions et il suivait un petit peu. Puis à un certain moment, il me dit attendez, là, vous serez à ce moment-là, donc il va mettre un projecteur au bon endroit pour éclairer la marionnette et pas le manipulateur, parce que c'est important à voir. Vu qu'on est à vue en tant que manipulateur, c'est important de mettre la marionnette en avant. Et pour la musique, je sais pas si tu veux. Eh bien, pour la musique, il y a pas mal de discussions en amont, de la même manière qu'on le fait avec les autres personnes qui créent le spectacle. Et puis, sur les 3 dernières semaines, je dirais, le musicien est très présent pendant les répétitions. Et bon, voilà, on fait des tests, on rajoute un instrument, on a besoin d'un morceau là. Ah oui, ce morceau-là qu'on avait imaginé finalement, on n'en a plus besoin parce que ça se résout dans le jeu. Donc voilà, ça, là aussi c'était très précieux d'avoir sa présence sur la dernière ligne droite de la création du spectacle. Donc on peut imaginer, c'est vraiment plein de gens qui travaillent autour pour finir un spectacle, pour arriver jusqu'au moment où c'est fini. D'ailleurs, la musique, c'est un Viennois, c'est Jonas Kocher, on dit en français, Kocher, on dit en allemand, et qui a composé la musique. On le connaît de plein d'autres, des concerts, de plein d'autres musiques de spectacle. Donc ce conte, c'est un conte de Hans Christian Andersen. Et puis l'histoire a lieu, il décolle vraiment de cette cuisine du restaurant chinois, nous fait imaginer de tout ce qui sort de cette cuisine. Comment vous avez eu cette idée de placer, de raconter l'histoire dans ce restaurant? Je trouve ça remarquable. Alors, pour moi, c'était important de vraiment, comme tu dis, décoller du conte original, de pouvoir prendre nos libertés avec lui. Et j'avais besoin d'un ancrage dans notre époque d'aujourd'hui. J'avais l'impression que pour les spectateurs enfants en particulier, c'était bien de les choper quelque part à un endroit où ils sont à l'aise, où ils connaissent, sans pour autant effacer tout l'aspect magique de la Chine traditionnelle. Et puis dans la cuisine, pour moi, il y a aussi quelque chose de on va fabriquer. Donc je trouvais que thématiquement, ça fonctionnait bien. Et dans le conte d'Andersen, il y a la petite fille, elle a un rôle très petit, elle n'a même pas de prénom d'ailleurs. La petite fille qui va aider les gens de la cour à trouver le rossignol. Et moi, j'avais envie que ce personnage-là prenne plus d'ampleur, là aussi, pour que les enfants aient comme un personnage auquel s'identifier, en plus du rossignol. Donc là, on a un petit peu rajouté du gras autour de ce personnage-là. Et puis, une chose aussi que j'avais envie de mettre en avant, et je crois que c'était une idée aussi qui plaisait beaucoup à Elisa Sua du Sapin, c'est le rapport entre la petite fille et le grand-papa. Le fait de raconter une histoire, cette espèce de... cette filiation. Et puis après, évidemment, si on rajoute une histoire à côté de l'histoire, parce que chez Andersen, il n'y a pas besoin de l'histoire de la cuisine, ça fonctionne très bien sans la cuisine, alors il faut lui donner du sens. Donc on a cherché à tisser des liens entre les deux univers, un petit peu comme s'il y avait un jeu de miroir. Des personnages qu'on connaît vaguement, et puis finalement, il se trouve que toute l'histoire du rossignol et de l'empereur, c'est pour raconter une histoire de la famille, de cette famille qui est ici en cuisine. Oui, l'aspect de la génération aussi, de passer des histoires aux plus jeunes qui est emballé dedans, on peut dire. Donc, j'aimerais juste venir sur l'aspect marionnettique de ce spectacle. Donc, vous êtes tous les deux, en tout cas, je ne sais pas chez toi, mais vous êtes formés comédiens et pas marionnettistes. On a fait la même école. Parce que, juste pour expliquer vite, il y a des formations de joueurs de Puppenspiel, de joueurs de marionnettes, et puis il y a les formations de comédiens. Donc, ce n'est pas un aspect qu'on apprend en soi à l'école de théâtre, si on fait la filière comédien. Mais Pascal, en l'occurrence, tu as joué déjà dans plusieurs spectacles de marionnettes, donc il y a comme une maîtrise, on peut dire, de la marionnette.
Qu'est-ce qui te plaît, et puis aussi Olivier, qu'est-ce qui vous plaît comme comédien aussi, et qu'est-ce qui vous plaît de jouer avec la marionnette sur scène? Je pense qu'on fera à peu près la même réponse, mais je te Trop bien. C'est la liberté que donne l'objet d'avoir, parce que quand on est comédien, ben, c'est notre corps qui est mis à nu et qu'on donne au public. Alors qu'avec la marionnette, c'est vraiment un objet qui permet toutes les folies, tous les délires, tous les rêves. Comme le... Voilà, de sauter. Et puis c'est vrai qu'il y a... Moi j'ai découvert un peu sur ce spectacle une chose qui était très belle, c'est le dialogue qui se passe entre la marionnette et le manipulateur. Et il y a vraiment des moments avec le personnage que je joue, là, qui est le grand conseiller, où c'est vraiment le mouvement vient de la marionnette vers le manipulateur et c'est elle qui va commencer à nous nourrir en fonction de ce qu'elle représente, du texte qu'elle a aussi. Et il y a quelque chose d'assez grisant de travailler cet objet parce qu'il peut tout faire. C'est vraiment la magie de la marionnette, c'est que si on a envie qu'il reste en l'air, il peut rester en l'air. Si la marionnette y croit, c'est bon, il n'y a pas besoin de plus de choses. L'aspect imaginaire qu'on peut développer autour avec la marionnette, c'est abyssal, c'est génial. C'est ce que des auteurs de romans, de histoires, ils disent souvent de leur personnage aussi, qu'à un moment donné, le personnage, il me dit ce que je fais. Donc je dois m'imaginer que vous avez les marionnettes au début des répétitions. Vous commencez, en fait, il y a comment dire, un croquis ou une espèce de marionnette pour commencer à travailler. Alors, tout au début, on a des anciennes marionnettes qui viennent d'autres spectacles pour essayer, pour voir qu'est-ce que ça donne. Ouais. Et puis assez vite dans le travail, c'est vrai que c'est important d'avoir, même si c'est une esquisse de l'objet, d'avoir au moins un bout de l'objet parce que ça va définir complètement le langage qu'on va créer pour le spectacle. Parce que par exemple la marionnette de l'empereur, qui est une marionnette anthropomorphique, taille humaine, n'a pas du tout la même résonance que le rossignol ou les ministres ou la petite ligne. C'est très différent. Donc à partir du moment où on a l'objet marionnettique qu'on va exploiter sur le spectacle, on peut, nous, en tant que créateurs ou comédiens, commencer à créer le langage, parce que c'est vraiment un langage qu'on doit définir avec l'objet. L'objet qui est souvent très contraignant ou moins contraignant, et c'est ça qui va lui donner le caractère. Donc il ne faut vraiment pas se mettre contre l'objet, il faut vraiment essayer de comprendre quelles sont ses possibilités, et puis on s'amuse à se passer les marionnettes les uns les autres, pas forcément les personnes qui vont ensuite les incarner sur le plateau, pour voir aussi comment elles fonctionnent. Moi j'étais au début vraiment embêtée avec ces ministres, et puis j'avais souvent besoin de... Oli, prends-les dans la main, et il faut que je vois comment ça bouge, comment ça réagit, qu'est-ce que ça supporte. Parce que dans la marionnette de table que j'ai l'habitude de faire, on a une tête qui est sur un axe et qui raconte beaucoup, qui donne la vie de la marionnette. Et là, j'ai deux bâtons. Ouais, deux bâtons en fait. Il n'y a que les mains finalement avec lesquelles on peut faire des petites choses. Et d'habitude, on se dit, fais pas trop avec les mains, n'illustre pas trop avec les mains. Et là, finalement, c'est ça que j'ai pour leur donner de la vie. Geste. Voilà, donc on s'adapte finalement et puis ça donne le caractère de la marionnette. Elles sont toutes très différentes d'ailleurs au plateau là. Absolument. Puis en fait le travail de l'acteur où on peut se trouver plus proche, c'est le travail de la voix et puis que le corps il se lie avec si c'est le geste, l'objet et tout ça. Donc tu as dit un mot très compliqué avant, une marionnette anthropomorphique, de taille humaine. Je pense que personne comprend vraiment, mais pour pas trop expliquer, donc il y a toutes différentes marionnettes qui existent, des marionnettes comme on a vu avec le rossignol qui bougent comme ça, et des marionnettes qui font que les mains, ou des marionnettes comme Lee. Et puis les petits spectres qui sortent de la tête de l'empereur. Ah oui. Donc ça c'est tout le monde de marionnettes et encore beaucoup plus vaste. Pour créer et inventer des spectacles de marionnettes et donner vie, c'est quand même magnifique qu'ils commencent à vivre devant nous, ces poupées. Maintenant venons un petit peu sur le temps de création. Vous avez créé et répété ce spectacle, donc surtout en décembre et janvier. Oui. Dans un temps déjà qui était très restreint au niveau de la vie quotidienne, répété en temps de Covid, en toute façon, comment ça se passe? C'est compliqué parce que on est masqué,
là on n'est pas masqué sur le spectacle parce que voilà, on ne met pas de masque, mais pendant les répétitions, pendant tout le temps de travail, on était masqué. Tout le temps. Et ce qui est difficile, c'est que souvent, quand on travaille la marionnette, on a tendance à nous faire des mimiques derrière. C'est vraiment une chose qu'il faut essayer d'effacer au plus. Et comme on avait le masque, on ne voyait pas si on faisait des mimiques ou pas derrière le masque. Presque des grimaces. Alors des grimaces, parce que ce qui est difficile avec la marionnette, c'est que quand on a une marionnette, il ne faut pas faire « Oh, je le fais !» Il faut que notre visage soit le plus neutre possible. On plonge dans la marionnette. Tout passe par la marionnette. Et le masque nous donnait une certaine protection autre que sanitaire, parce que tout d'un coup, on arrivait à se cacher. Quand vers la fin des répétitions, quand on a décidé que... À un moment donné, vous faites un filage ou quelque chose où on finit vraiment le spectacle. Et là, c'est le moment où il y a un peu là. Ah, mais attention, parce que tu fais un peu avec ta bouche. Il fallait ramener des choses qu'on ne voyait pas avant parce qu'on avait le masque. Quoi. Ça doit être bizarre. Ah, c'est une renaissance quand on enlève le masque. Ouais, c'était assez troublant. Mais c'est vrai que aussi pour tout ce qui est chansons, etc., au bout d'un moment, on pouvait difficilement continuer le travail de précision en gardant le masque. Donc, mais on a tenu vraiment jusqu'à la der des der. Et en sortant de scène, on remet le masque. Par contre, je m'imagine en dehors de ce petit moment sur le plateau qu'il y a beaucoup de contraintes. En fait, vous faites presque plus attention encore pour que rien vous arrive, en fait, que rien... En dehors dans la vie? Oui, en fait, dans la vie, en dehors. En fait, c'est surtout à l'extérieur qu'on doit faire gaffe parce que nous, ça fait 6 semaines, 7 semaines qu'on est ensemble. C'est un peu comme le sport, comme il une fait famille, aussi. voilà. Et chacun prend ses responsabilités pour, à l'extérieur, prendre le moins de risques possible. Mais c'est vrai que si tout d'un coup un de nous devait tomber malade, ce serait catastrophe. Comme pour tout le monde. Catastrophe parce qu'on a la chance de jouer quand même des scolaires. Dans le canton de Vaud. Pas la semaine passée, mais bientôt. Voilà. Oui. Donc en fait, c'était effectivement une première aujourd'hui au niveau de tout ce public qui est avec nous. Donc, presque dernière question. Tout un peu, qu'est-ce que c'est, 2 semaines avant la première, vous êtes juste dans la ligne droite pour finir le spectacle, vous apprenez que vous ne pouvez pas jouer devant le public à Lausanne. Que peut-être toute la petite tournée va tomber à l'eau. Comment c'était pour l'équipe de production et pour vous, vous avez la responsabilité, comment trouver la motivation ou l'élan, parce que le spectacle c'est comme quelque chose, il faut briller, je veux dire, avoir les étincelles en soi, il faut lâcher, il faut avoir le plaisir, sinon on ne peut pas le partager. Comment c'était ce moment-là? Moi, je me suis accrochée à une chose, c'est qu'on savait qu'on aurait des scolaires dans un des théâtres de notre tournée. Donc, c'était évident qu'il fallait aller au bout de la création. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment tenue. Je me suis dit, il y a des enfants qui nous attendent. Il y a des classes qui ont réservé, qui ont acheté le spectacle. On ne peut pas les laisser tomber. Puis grâce aux normes aussi, on avait la possibilité de pouvoir travailler, ce qui n'était pas forcément le cas lors du premier confinement. Et rien que ça, de pouvoir travailler, c'était waouh, parce que c'était dur quoi, de voir tous ces moments qui sont annulés. C'était dur. Quoi, c'est dur. Il y a eu des jours où on était assez atteint moralement. Je dirais, il y a eu 2-3 jours comme ça qui étaient vraiment durs, mais on est une équipe de soleil. Donc il y a... travailler. On s'est vraiment tenu les coudes, serré les coudes, et puis très très vite, les directeurs, directrices des lieux prennent contact avec nous pour discuter d'une éventuelle reprise ou de manière de pallier ce problème. Il y a un des théâtres où on n'avait pas de scolaire prévu, on nous en a organisé. D'autres théâtres qui nous disent « Ok, est-ce qu'on peut déjà fixer des dates pour une reprise la saison prochaine ou dans 2 saisons ?» Il y a quelque chose dans le milieu culturel, une solidarité. Exactement, qui fait que tout le monde se tient les coudes. On ne lâche pas la création, les artistes, même si c'est difficile. Et puis, c'est quand même, nous, dans le canton de Berne, on ne sait pas encore si on peut faire des scolaires, mais dans le canton de Vaud, c'est possible. On espère vraiment à tout cœur qu'ils vont le permettre aussi, pour pas
empêcher aussi ce moment live de partage. Donc, dernière question, peut-être, vous avez ici joué devant une salle où il n'y a que des gens qui travaillaient, devant plein de caméras, mais en imaginant qu'en tout, on a peut-être plusieurs centaines de spectateurs qui partagent le moment. Comment c'était pour vous? J'étais un petit peu nerveuse quand même. Là, le spectacle n'est pas encore complètement rodé non plus. Et puis, non, là, c'était une première. La première fois qu'on change de lieu, on a créé au Théâtre de Marionnettes à Lausanne, qui est un très grand plateau. Et puis ici, du coup, on a un petit peu des autres. Voilà, donc c'était pour le cerveau, il y avait beaucoup. Mais c'est bien. Puis ce qui est étrange, c'est qu'on fait ce métier pour vivre le moment présent, pour partager avec le public. Et de savoir que ça va être partagé, mais pas forcément direct, ça pourrait être revu. Donc, le théâtre, on le fait pour l'instant. Le cinéma, on le fait pour quelque chose qui est appelé à être revu. Et c'est un peu bizarre, parce que là, par un moment, typiquement pour moi dans la chanson, je me suis dit, j'ai pas eu la bonne note, et ça va rester, ça va être... c'est pas très grave, mais alors que quand on le joue et puis qu'on sait que c'est passé, on dit c'est passé, c'est bon, on peut aller de l'avant. Alors que là, non, ça a été enregistré, bon, on aura une trace. Mais c'est du live, c'est ça, c'est quand même partager ce moment-là, donc c'est comme une multiplication d'un seul. C'est le propre et la magie du spectacle vivant, c'est que c'est jamais parfait et que c'est toujours différent. Un petit peu comme le chant du rossignol vivant par rapport au rossignol automatique. Oui, exactement. Donc, je suis très contente que vous pouvez maintenant avoir la semaine prochaine des scolaires au moins. Et puis j'espère, nous on espère tous qu'on peut bientôt accueillir de nouveau du public dans la salle. Merci pour partager l'expérience, on trouvait ça vraiment super de pouvoir faire ça avec vous ici. C'était une première. Et puis une première, on a fait un en allemand et un en français. Et c'était un plaisir aussi de partager avec vous ça, et puis on peut regarder derrière la fabrication dans un spectacle, et aussi dans un temps de Covid qui nous oblige de beaucoup de contraintes, par exemple d'être séparés de vous pour le moment de partage. Ça nous manque bien sûr. Et merci à toute l'équipe technique de Eclipse de partager ce moment et de réaliser tout ça en stream et puis en vidéo captation avec nous. Au nom de la Grenouille, on vous remercie de partager ce moment avec nous et puis au revoir et espérez à bientôt. À bientôt, merci.